Le jour où ma femme est décédée, je me suis agenouillé devant sa tombe, tenant nos enfants jumeaux dans mes bras tremblants. J'avais cru, au moins dans ce moment de douleur absolue, que ma propre famille m'apporterait un peu de soutien. Mais non, ils m'ont tourné le dos, comme si ma peine ne les concernait pas. Ce furent mes beaux-parents, au contraire, qui ouvrirent leurs bras et nous accueillirent comme leur propre chair. Dans ces jours sombres et terribles, ils m'ont donné la force de me relever. Et c'est dans ces ténèbres que je me suis forgé une nouvelle détermination, préparant en silence une revanche contre la vie elle-même. Je m'appelle Barrett Winslow. J'ai 33 ans et je vis dans une campagne tranquille du Kentucky, là où s'étendent à perte de vue les champs d'herbe et où, chaque matin, les hennissements des chevaux résonnent dans l'air. Je ne suis personne de particulier, juste un fermier travaillant dans un haras appartenant à un vieil homme bon nommé Harvey. Mon travail consistait à m'occuper des chevaux de race avec toute la dévotion possible. Ma vie était simple et heureuse, auprès de ma femme douce, Courtney, et de nos adorables jumeaux, Noah et Nora. Notre petite maison, bien que modeste, vibrait toujours de rire et de moments chaleureux. Mais comme une tempête soudaine qui balaie les champs, tout s'est renversé quand Courtney, ma lumière, nous a quittés. Elle est partie en me laissant une douleur indescriptible et 2 enfants bien trop jeunes pour comprendre leur perte. Je revois encore ce jour funeste. Le médecin m'avait fait entrer dans la chambre, sa voix lourde et grave. Courtney, allongée, paraissait si frêle, mais ses yeux brillaient toujours d'une clarté faible mais aimante. Elle serra ma main et murmura qu'elle m'aimait, qu'elle aimait Noah, qu'elle aimait Nora, et que je devais être fort pour nos enfants. Je hochai la tête, les larmes inondant mon visage, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Le cancer cruel l'avait arraché à nous en quelques mois seulement, si vite que je n'avais pas eu le temps de me préparer. Courtney est partie un après-midi de pluie fine, et je suis resté là, muet, devant la fenêtre de l'hôpital, fixant un ciel gris qui reflétait mon cœur. Ces funérailles furent simples, comme elles l'étaient. Je choisis une petite église à la sortie de la ville, la même où nous nous étions un jour tenus par la main pour promettre de passer notre vie ensemble. Noah et Nora, âgés de 5 ans, s'accrochaient à mes mains. Leurs yeux innocents ne saisissaient pas encore toute la douleur. Ils portaient les habits de laine verte que Courtney avait tricotés elle-même et me demandaient « Papa, où est maman? Elle va revenir ?» Je ne pouvais que les serrer fort, cachant mes larmes. Dans l'église silencieuse, je sentais la présence des proches. Mes beaux-parents, Léonard et Francis Fletcher, étaient arrivés tôt ce matin-là. Francis prit Noah et Nora dans ses bras, ses joues ridées couvertes de larmes. Léonard, homme de peu de mots, posa sa main sur mon épaule et la pressa doucement, comme pour me transmettre sa force. Ils ne dirent presque rien, mais leurs yeux débordèrent d'amour. Pour Courtney, pour moi, pour leurs petits-enfants. Leur sincérité réchauffa mon cœur, ne serait-ce qu'un instant. Puis mes propres parents, Curtis et Loretta Winslow, arrivèrent. Et là, un froid glaçant m'envahit. Ils étaient venus comme pour accomplir un devoir, leur visage figé et rigide. Ma mère, vêtue d'une robe noire coûteuse, gardait les lèvres serrées, sans jamais croiser mon regard. Mon père, les bras croisés, me fixait comme si j'étais un étranger. Ils ne m'ont pas serré dans leurs bras. Ils n'ont pas réconforté mes enfants. Ils se contentèrent d'échanger quelques mots convenus avec d'autres avant de repartir précipitamment. Je les observais s'éloigner, le cœur écrasé. Ils n'avaient jamais accepté Courtney. Pour eux, elle n'était que la fille d'un fermier pauvre. J'avais fait honte au prestigieux nom Winslow en l'épousant. Les jours après l'enterrement furent comme une chute dans un abîme sans fin. Chaque matin, je me réveillais et voyais le vide à côté de moi, là où Courtney dormait autrefois. La douleur revenait, implacable. J'essayais de rester fort pour Noah et Nora, mais élever 2 enfants seuls m'épuisait. Me lever à 4 heures, préparer le petit déjeuner, les emmener à l'école, puis filer au ranch pour travailler. Les chevaux, autrefois ma passion, me semblaient désormais un fardeau. Certains soirs, je restais devant une pile de factures, le désespoir me rongeant. Noah et Nora, bien qu'encore jeunes, semblaient sentir mon épuisement.
Il venait se blottir dans mes bras, comme s'il craignait de me perdre aussi. Un soir, Nora leva vers moi ses grands yeux ronds et demanda « Papa, est-ce que maman est fâchée parce que je n'ai pas été sage? C'est pour ça qu'elle est partie ?» Je la serrai très fort, retenant mes larmes. Je lui dis que sa maman l'aimait plus que tout, qu'elle nous protégeait depuis un endroit lointain. Mais en moi, je doutais. Comment pourrais-je remplacer Courtney comme pilier pour nos enfants? Le poids était trop lourd. Je commençais à perdre le sommeil, mon corps et mon esprit épuisés. Certains jours, dans l'écurie, je m'appuyais sur un râteau, ma vision troublée par la fatigue. Je savais que je ne pourrais pas continuer ainsi. Dans ma détresse, je pensais à la seule famille qui me restait. Mes parents, Curtis et Loretta. Un après-midi, je pris la route jusqu'à leur maison élégante, près de Louisville. Avec sa clôture blanche et son jardin impeccable, cette maison me paraissait étrangère, même si j'y avais grandi. Quand ma mère ouvrit la porte, son regard refléta une surprise glaciale. « Barrett, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je pris une profonde inspiration. « Maman, j'ai besoin d'aide. Je n'y arrive pas avec Noah et Nora. Je suis épuisé. Je me disais que peut-être, vous pourriez, juste les garder parfois où… » Son visage resta impassible. « Barrett, tu sais qu'on est déjà très occupés. On s'occupe des enfants de ton frère, Miguel. Lui, il a besoin de nous. Et puis, tu as choisi ton chemin, non? Quand tu as épousé. Cette fille, c'était Courtney. » Je me tournai vers mon père, espérant un signe, mais il secoua la tête. « Barrett, tu es un homme. Tu dois gérer ça toi-même. Ne viens pas nous déranger. Je ne me souviens même plus comment j'ai quitté cette maison. Je n'entendais que leurs mots froids résonner dans ma tête, mélangés aux souvenirs de Courtney. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un champ. Je coupais le moteur et laissais les larmes couler. Pas parce que j'étais faible, mais parce que je me sentais désespérément seul. Courtney avait toujours été celle qui me comprenait, qui me disait que nous traverserions tout ensemble. Maintenant, elle n'était plus là. Quand je suis rentré, Noah et Nora dormirent déjà. Je les ai serrés contre moi et j'ai murmuré dans le noir. « Que dois-je faire, mon amour? Comment être assez fort pour protéger nos enfants ?» Il n'y eut que le sifflement du vent à travers la fenêtre pour me répondre. Je ne savais pas encore que dans ces ténèbres, une petite lueur m'attendait. Pas de la part de ma famille de sang, mais de ceux que je n'aurais jamais cru devenir ma véritable famille. Après ce jour où je quittais la maison glaciale de mes parents, je me sentais comme une âme perdue dans un champ désert. Noah et Nora étaient la seule raison qui m'empêchait de m'effondrer. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer seul. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un, de n'importe qui, pour m'aider à tenir debout. C'est alors que je pensais à Léonard et Francis Fletcher, les parents de Courtney. J'hésitais longtemps avant de les appeler. Ils vivaient dans une petite maison au fin fond du Kentucky, au bout de chemins de terre rouge serpentant entre champs de maïs et de blé. Courtney me disait souvent que ses parents n'avaient jamais eu beaucoup d'argent, mais qu'ils avaient de grands cœurs, toujours prêts à partager le peu qu'ils possédaient. Je craignais de devenir un fardeau, mais chaque soir, en voyant les yeux innocents de Noah et Nora, je n'avais pas le choix. Alors, une nuit, mes mains tremblantes, je décrochai le téléphone et composai leur numéro. « Barrett ?» La voix de Francis résonna, chaleureuse mais inquiète. « Est-ce qu'il y a un problème, mon grand ?» Je pris une inspiration, ma voix brisée. « Maman, je n'arrive plus. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas m'occuper de Noah et Nora seul. » Il y eut un silence, puis la voix de Francis se fit douce mais ferme. « Barrett, tu n'as pas besoin de dire un mot de plus. Amène les enfants ici. Notre maison est la vôtre. » Ces paroles furent comme un vent tiède brisant la glace autour de mon cœur. Le lendemain, je préparai quelques affaires pour moi et les jumeaux, les chargeai dans mon vieux pick-up et pris la route. L'heure de trajet me parut interminable. Tout du long, je doutais. Étais-je en train d'abuser de leur bonté? Mais en arrivant devant la petite maison en bois couverte de lierre, je vis Francis sur le perron, les bras grands ouverts. Elle m'enlaça comme son propre fils. Léonard, derrière elle, le sourire doux, s'approcha, posa sa main sur mon épaule, puis serra Noah et Nora contre lui,
comme si c'était naturel. Leur maison n'était pas grande. 2 chambres, un sol qui craquait et l'odeur de pain chaud qui flottait depuis la cuisine. Mais dès que je franchis le seuil, je ressentis une chaleur que j'avais perdue depuis la mort de Courtney. Francis fila en cuisine, préparant un repas simple mais réconfortant. Purée de pommes de terre, haricots mijotés et poulet frit doré. Noah et Nora, qui s'étaient enfermés dans leur silence depuis l'enterrement, se mirent à bavarder en l'écoutant raconter des histoires sur l'enfance de Courtney, comment elle courait dans les champs à la poursuite des lapins. Courtney ressemblait beaucoup à la petite Nora, dit Francis en ébouriffant les cheveux de ma fille. Son sourire, c'était exactement le même. En voyant cette scène, mon cœur s'adoucit, mais la douleur refit surface aussi, en me rappelant le contraste violent avec mes propres parents. Curtis et Loretta n'avaient jamais pris mes enfants dans leurs bras, jamais raconté une histoire, jamais demandé comment ils allaient. Ici, dans cette maison modeste, Léonard et Francis me traitaient non pas comme un gendre, mais comme leur fils. Les jours suivants, je m'installai définitivement chez eux. Ils refusèrent que je paie quoi que ce soit, malgré mon insistance. « Barrett, tu fais partie de la famille. Peu importe ce qui arrive, tu es chez toi, » dit Léonard d'un ton ferme. « La famille ne tient pas de compte. » Francis prit en charge Noah et Nora comme une véritable grand-mère-maman. Chaque matin, elle se levait tôt pour leur préparer des tartines avec sa confiture maison de fraises. Elle tressait les cheveux de Nora et apprenait à Noah à faire ses lacets. Léonard, malgré son âge, les emmenait à l'école dans son vieux pick-up cabossé. Un jour, je les trouvai sous le grand chêne de la cour. Léonard enseignait à Noah à tailler un petit bateau en bois, pendant que Nora le coloriait avec ses crayons. Je restais figé, des larmes aux yeux. C'était exactement ce que Courtney voulait, que nos enfants grandissent entourés d'amour, dans des moments simples mais pleins de sens. Je continuais à travailler au haras de Harvey. Le travail était toujours éreintant, mais rentrer le soir n'était plus un poids. Francis m'attendait toujours avec une assiette chaude, et Léonard restait à mes côtés, une tasse de café à la main, partageant des histoires de sa jeunesse, de comment lui et Francis avaient bâti leur vie à partir de rien. Ces récits, en plus d'apaiser ma fatigue, m'insufflaient de la force de la famille. Mais parfois, la douleur revenait. Quand Noah et Nora dormaient profondément, je sortais seul sur le porche et fixais les champs plongés dans l'obscurité. Le manque de Courtney me mordait comme une plaie ouverte. Et les souvenirs de la froideur de mes parents surgissaient à nouveau, me laissant amer. Un soir, Francis me rejoignit. Elle posa une vieille couverture sur mes épaules et s'assit à côté de moi. « Qu'as-tu sur le cœur, mon grand ?» demanda-t-elle doucement. Je baissai la tête. Je ne comprends pas pourquoi mes parents me traitent ainsi. J'ai tout essayé pour être un bon fils, mais pour eux, je ne suis jamais assez. Et vous? Vous me traitez comme votre fils, alors que je ne suis que leur gendre. Je ne sais pas comment vous remercier. Elle posa sa main sur la mienne, son regard tendre mais ferme. Barrett, tu ne nous dois rien. Tu es le mari de Courtney, le père de Noah et Nora. Pour nous, tu fais déjà partie de la famille. La famille n'attend rien en retour. Elle se contente d'aimer. Ces mots réchauffèrent mon cœur comme une flamme dans la nuit. Ce soir-là, je fis un serment silencieux, à Courtney, à Léonard, à Francis et à mes enfants. Un jour, je les remercierai. Je prendrai soin d'eux comme ils avaient pris soin de moi dans mes heures les plus sombres. Je construirai pour Noah et Nora un foyer complet, même sans leur mère. Les Fletcher, malgré leur vie simple, débordaient d'amour. Leur petite maison en bois, leurs repas modestes, leurs soirées passées autour du feu créaient une atmosphère bien différente de la froideur des Winslow. Je repensais souvent aux grandes réceptions que mes parents organisaient, aux discours où ils glorifiaient Miguel, mon frère cadet, en exagérant ses réussites. Pour eux, tout tournait autour des apparences. Ici, chez Léonard et Francis, je découvrais que la véritable richesse se trouvait dans les liens et le partage. Les mois passèrent, marqués par des difficultés, mais aussi par de précieuses leçons. Je commençai à gérer mes finances avec rigueur, surveillant chaque cent de mon maigre salaire pour subvenir aux besoins de Noah et Nora. Je me jurais de bâtir une vie meilleure, pour mes enfants, mais aussi pour Léonard et Francis qui m'avaient accueilli comme leur fils. C'est alors qu'un matin d'automne,
Mr. Harvey m'appela dans son bureau. Son visage buriné, ses yeux francs, me scrutèrent longuement avant qu'il ne prenne la parole. « Barrett, il y a une foire aux chevaux ce week-end à Lexington. Je veux que tu viennes avec moi. Tu es le meilleur que j'ai pour t'occuper de nos chevaux. » J'en restais bouche bée. Je n'avais jamais quitté vraiment le ranch pour un tel événement. Moi qui passais mes journées dans les écuries, je n'avais pas l'habitude des foules, des riches acheteurs et de leurs costumes élégants. Mais je savais que je ne pouvais pas refuser. C'était une occasion d'apprendre. Le jour de la foire, j'enfilai la chemise la plus propre que Francis avait soigneusement repassée et mon vieux chapeau de paille. L'air de Lexington était vibrant. Hennissements, éclats de rire, senteurs de foin et de nourriture grillée emplissaient les lieux. Des purs sangs étincelants défilaient sous les applaudissements. J'étais aux côtés de M. Harvey, présentant quelques jeunes chevaux et répondant aux questions avec naturel. Pour moi, ce n'était pas un travail, mais une passion. Pendant que je vérifiais les sabots d'un jeune poulain, j'entendis une voix grave derrière moi. « Vous avez la main sûre ?» Peu de gens s'attardent sur ces détails. Je me retournai et vis un homme aux cheveux argentés, vêtu d'un costume sobre mais élégant. Il se présenta, Clinton McGrath, ancien investisseur, toujours passionné de chevaux de course. Son regard perçant mais bienveillant m'intimida d'abord, puis m'apaisa. Nous parlâmes longuement. Je lui racontai, presque malgré moi, mon histoire. Courtney, ma douleur, Noah et Nora, ma lutte quotidienne. Il m'écouta sans m'interrompre, posant seulement des questions simples mais profondes. Quand j'eus fini, il me fixa droit dans les yeux. « Tu as du cran, Barrett, et du talent. Tu as déjà pensé à fonder ton propre ranch ?» Je restai figé. Créer mon ranch ? C'était un rêve que je n'avais jamais osé caresser. Je répondis, presque honteux, « Monsieur, je n'ai ni argent ni appui. Je sais m'occuper des chevaux, mais monter un ranch, c'est hors de ma portée. » Il eut un sourire tranquille. « L'argent n'est pas tout. Ce qui compte, c'est la volonté et le savoir-faire. Je veux t'aider, je peux investir. Pas une fortune, mais assez pour que tu commences. » Je crus rêver. Un inconnu me tendait la main pour réaliser le plus grand rêve de ma vie. Je pris son numéro, incapable de dire oui sur le champ, la peur nouant encore mes entrailles. Le soir, de retour chez Léonard et Francis, je racontai l'histoire. Léonard me dit, posant sa main ferme sur mon épaule, « La vie est un pari, fils. Si tu n'essaies jamais, tu ne sauras pas si tu pouvais gagner. Courtney croyait en toi. C'est le moment de te montrer à la hauteur. » Francis ajouta doucement, essuyant ses mains sur son tablier. « Tu as déjà surmonté l'insurmontable. N'aie pas peur de ce qui t'attend. » Leurs paroles dissipèrent peu à peu le brouillard de mes doutes. Cette nuit-là, en regardant le ciel étoilé, je me souvins de Courtney. « Tu auras ton propre ranch un jour, Barrett, » me disait-elle souvent. Alors, j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'annonçai à Mr. Harvey ma démission. Ses yeux s'embuèrent de regret, mais il sourit. « Tu es le meilleur que j'ai eu. Je te soutiens. Ma porte restera toujours ouverte. » Quelques jours plus tard, je retrouvai M. McGrath dans un café de Lexington. Sans détour, il posa son offre. « Barrett, je vais investir $1 million. En échange, je veux 30 de parts. Ce n'est pas un cadeau, c'est un pari. Montre-moi que je n'ai pas eu tort. » Je crus défaillir. 1 million. Je promis de ne pas le décevoir. Avec cet argent, j'achetai un petit terrain à la périphérie de Lexington. Pas immense, mais assez pour bâtir une écurie modeste. De mes propres mains, je plantais les poteaux, assemblais les planches, érigeais les clôtures. Chaque coup de marteau, chaque goutte de sueur me rappelait que c'était ma chance unique. J'achetais quelques jeunes chevaux, négligés par les grands éleveurs. Pas des champions, mais je croyais en leur potentiel. Pourtant, la réalité se montra cruelle. Les dépenses s'accumulaient. Nourriture, vétérinaire, matériel, salaire saisonnier. Le million fondait comme neige au soleil. Je me levais à 4 heures du matin, nourrissais les chevaux, nettoyais les stalles, m'occupais des entraînements. Mon dos me brûlait, mes mains saignaient, mais je tenais bon. Et quand le découragement me gagnait, je voyais les sourires de Noah et Nora. Je sentais la confiance de Léonard et Francis, et j'entendais la voix de Courtney. Puis survint le coup dur.
Un matin, ma jument préférée, Starlight, trébucha en pleine course. Sa jambe se brisa. Le vétérinaire m'annonça qu'elle ne pourrait probablement plus courir. Je tombai à genoux dans la paille, les larmes brouillant ma vue. Starlight n'était pas qu'un cheval. Elle incarnait mon espoir. C'est alors que M. McGrath arriva. Il s'assit près de moi, observant l'animal blessé. « Barrett, l'échec est le prix de l'expérience. Si tu n'apprends pas à tomber, tu ne tiendras jamais debout dans ce métier. » Ces mots furent comme un rayon de lumière perçant les ténèbres. Je me relevai, décidé à continuer. Peu après, M. Harvey vint me rendre visite, m'apportant un vieux cahier rempli de notes accumulées durant des décennies. Il m'enseigna à mieux gérer mes coups, à détecter les maladies avant qu'elles ne s'aggravent. Ces conseils, bien que simples, me donnèrent la force de persévérer. Malgré mes blessures, je continuais à avancer. Mon ranch restait modeste, mais je commençais à voir poindre une lueur d'avenir. Les jours se succédaient dans un rythme éreintant, mais la ténacité finit par porter ses fruits. Mon ranch, bien que modeste, commença à se faire un nom. Après des mois d'entraînement acharné, je présentais Dusty, un jeune étalon gris argenté, à une petite course locale. Je n'attendais rien de glorieux. Je voulais seulement qu'il prenne confiance, et moi, apprendre. Mais lorsque le coup de départ retentit, Dusty s'élança comme une flèche. Ses sabots martelaient la piste avec une vigueur insoupçonnée. Je retenais mon souffle, les poings serrés sur la barrière. Et quand il franchit la ligne en 3e place, j'en restais muet. 3e. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais pour moi, c'était comme conquérir un sommet. La nouvelle circula vite dans la communauté équestre. On commença à murmurer mon nom. Moi, Barrett Winslow, qu'on ne voyait autrefois que comme un simple employé de ranch, j'étais désormais reconnu comme un entraîneur prometteur. Bientôt, un propriétaire voisin me confia l'un de ses jeunes chevaux à dresser. Puis un autre vint proposer d'acheter un poulain. Les premiers revenus commencèrent à tomber, encore modestes, mais suffisants pour alléger les dettes et couvrir les dépenses. Chaque soir, en voyant Noah et Nora courir dans les champs du ranch, riant aux éclats en donnant à manger aux chevaux, je sentais mon cœur se gonfler d'une fierté nouvelle. Le ranch n'était plus seulement mon rêve, c'était devenu le leur. Un lieu où ils apprenaient la valeur du travail et la beauté de la simplicité. Francis et Léonard, témoins de mes progrès, étaient rayonnants. Un soir, assis sur le porche, Francis me dit « Aujourd'hui, j'ai entendu les voisins parler de toi, Barrett. Ils disent que tu construis quelque chose de solide. Je suis si fier. » Léonard ajouta d'une voix grave mais émue. « Tu n'es pas seulement notre gendre, Barrett. Tu es notre fils. » Leurs mots me firent baisser la tête pour cacher mes larmes. Sans vous, je ne serais jamais arrivé jusque-là. Les choses s'accélérèrent. Ember, la jument préférée de Noah, gagna une grande course dans le comté voisin. Cette victoire fit de nous un nom respecté. La presse locale publia un article sur mon histoire. Un homme qui avait tout perdu, mais qui avait trouvé la force de se relever grâce à l'amour et au travail. On parla bientôt de Winslow Ranch. Ce nom, mon nom, associé désormais à l'espoir et à la réussite. Mais c'est alors que l'ombre de mon passé ressurgit. Un après-midi, alors que je réparais une clôture, une voiture lustrée s'arrêta à l'entrée du ranch. Je reconnus aussitôt le véhicule, celui de mes parents. Curtis et Loretta descendirent, suivis de Miguel, mon frère cadet. Je sentis un nœud d'angoisse se former dans mon ventre. Ils s'avancèrent avec des sourires forcés. « Barrett, » dit Loretta d'une voix douce mais fausse. « Nous avons entendu dire que tu t'en sortais bien. Nous voulions voir comment allaient Noah et Nora. Je les invitais par politesse, même si tout mon corps criait de les tenir à distance. Les enfants, en jouant dans la cour, s'arrêtèrent. Ils restèrent figés, sans courir vers leurs grands-parents, comme ils le faisaient avec Léonard et Francis. À l'intérieur, Curtis parcourait du regard les murs en bois, comme s'il évaluait la valeur du lieu. « Pas mal, » finit-il par dire. « Tu es mon fils après tout. N'oublie pas tes racines. La famille reste ce qu'il y a de plus important. » Je sentis ma poitrine se serrer. Racines, famille. Ces mots sonnaient comme une insulte.
J'entendais encore la voix froide de mon père le jour où je leur avais demandé de l'aide. Débrouille-toi comme un homme. Et voilà qu'aujourd'hui, parce que mon ranch commençait à prospérer, il venait parler de famille. Loretta, dans sa robe luxueuse, ajouta avec un soupir étudié: « Barrett, cela fait si longtemps que tu ne nous as pas rendu visite. Nous nous inquiétions pour toi. Tu es toujours de notre sang. » Je serrai les poings. De l'inquiétude? Où était-elle quand je veillais seul sur mes enfants en larmes? Puis Miguel prit la parole. Son sourire forcé ne trompait personne. « Frère, ton ranch a de l'avenir. On parle de toi partout. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Moi, j'apporte mes contacts et mes idées. Toi, ton savoir-faire. Nous pourrions développer quelque chose d'immense. » Ces paroles sonnèrent creux. Je savais que Miguel, que mes parents érigeaient en modèle, avait échoué à plusieurs reprises dans ses affaires. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas un partenariat, mais à profiter de ma réussite. La tension monta. Curtis parlait de devoir filial. Loretta soupirait en me reprochant ma distance et Miguel répétait ses propositions d'association. Je me sentais acculé, le cœur battant de rage et de désespoir. C'est alors qu'une voix claire brisa le silence. Noah, mon fils de 7 ans, se leva de sa chaise, le regard enflammé. « Vous ne vous souciez pas de papa !» cria-t-il. « Quand maman est morte, il est venu vous demander de l'aide et vous avez refusé. Vous ne pensiez qu'à l'oncle Miguel. Et maintenant que papa réussit, vous venez seulement pour son argent. » Un silence de plomb tomba. Je restai pétrifié par le courage de mon fils. Dans ses yeux brillait l'honnêteté farouche de Courtney. Curtis pâlit. Loretta baissa la tête, honteuse. Miguel, rouge de colère, s'écria « Insolent ! Comment oses-tu parler ainsi à tes grands-parents » C'en était trop. Je me plaçais devant Noah et fixais mes parents et mon frère. « Ça suffit. Noah a raison. Quand j'avais besoin de vous, vous m'avez tourné le dos. Vous ne m'avez jamais traité comme de la famille. Alors partez. Je n'ai plus besoin de vous. » Un silence lourd emplit la pièce. Curtis serra la mâchoire, mais resta muet. Loretta serrait son sac contre elle, tremblante. Miguel marmonna un juron avant de claquer la porte. Je tombai à genoux et pris Noah dans mes bras. « Merci, mon fils. Tu as été si courageux. » Nora nous rejoignit, et tous les trois, nous nous serrâmes fort, comme pour sceller notre unité. J'avais perdu une famille de sang, mais j'en avais trouvé une autre, forgée dans l'amour et la loyauté. Les années passèrent, et Winslow Ranch devint un nom respecté dans tout le Kentucky. Mes chevaux gagnaient des courses, les commandes affluaient, et petit à petit, la réputation que j'avais bâtie à la sueur de mon front dépassa les frontières de mon comté. Un matin, 2 hommes en costume vinrent me rendre visite. Ils représentaient Equine Ventures, un puissant fonds d'investissement spécialisé dans les chevaux de course. Après une visite attentive de mes installations, ils me firent une proposition qui me laissa sans voix. « Monsieur Winslow, nous voulons racheter votre ranch pour 100 millions de dollars. Vous resteriez directeur jusqu'à vos 60 ans, avec pleine gestion opérationnelle. Qu'en pensez-vous » Je restai figé. 100 millions. Le chiffre résonnait dans ma tête comme un coup de tonnerre. Jamais je n'avais imaginé entendre une telle offre. Moi, l'ancien fermier ruiné, le veuf écrasé par la douleur, on me proposait aujourd'hui une somme qui pouvait changer le destin de mes enfants. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Je pensais à Noah et Nora. Avec cet argent, je pouvais leur offrir les meilleures écoles, une sécurité absolue. Je pouvais rembourser Léonard et Francis, leur offrir une maison digne de leur bonté. Mais en même temps, je craignais de vendre mon âme. Winslow Ranch n'était pas qu'une propriété. C'était mon rêve, mon combat, le Legs de Courtney. Si je vendais, serais-je encore moi-même? Les jours suivants, je consultais ceux en qui j'avais confiance. Léonard et Francis d'abord. Assis à leur table de cuisine, je leur expliquais l'offre. Francis me prit les mains, ses yeux brillants d'inquiétude. « Barrett, tu as travaillé si dur, mais pense à Noah et Nora. Une telle chance n'arrive pas 2 fois. » Léonard ajouta d'une voix grave mais apaisée. « Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire. Quelle que soit ta décision, nous serons à tes côtés. Ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à ton amour pour les chevaux. » Puis je rendis visite à M. Harvey, mon ancien patron.
Dans le vieux café de Lexington, il écouta sans m'interrompre, puis éclata d'un rire sec. Barrett, peu de fermiers dans une vie reçoivent une telle offre. Mais l'argent n'est pas tout. Tu dois choisir, garder ton indépendance ou assurer l'avenir de ta famille. À toi de décider ce qui compte le plus. Enfin, je consultai M. McGray. Nous nous assîmes sur un banc en bois, face au champ. Après avoir entendu l'histoire, il posa une main ferme sur mon épaule. Barrett, vendre ne signifie pas perdre. Tu peux poser tes conditions. Assure-toi de garder le contrôle sur ce qui compte. La gestion, les chevaux, ton identité. Tu ne seras pas un employé, tu resteras le cœur de ce ranch. Ces mots dissipèrent mes doutes. Je compris que je pouvais accepter, mais sans renoncer à mon âme. Après des négociations tendues, Equine Ventures accepta mes conditions. Je signai le contrat. Winslow Ranch valait désormais 100 millions, mais j'en restais le directeur et l'âme. Ce fut le début d'une nouvelle vie. Je ne craignais plus les factures, je n'avais plus à me demander si mes enfants auraient de quoi manger demain. Mais plus que l'argent, c'était la sérénité retrouvée qui comptait. La première chose que je fis fut de tenir ma promesse à Courtney, prendre soin de ses parents. Je retournai chez Léonard et Francis avec un dossier sous le bras. « Maman, papa, j'ai un cadeau pour vous. » Je leur offris une maison spacieuse en bord de lac, avec un jardin et tout le confort dont ils avaient toujours rêvé. Francis fondit en larmes. Léonard me serra dans ses bras en murmurant « Fils, nous sommes fiers de toi. » Puis je décidai d'aller plus loin. Je voulais que le nom de Courtney continue de vivre. Avec une partie de l'argent, je créai le fonds de bourse Courtney Fletcher Winslow, destiné aux enfants défavorisés des campagnes du Kentucky. Ceux qui, comme Courtney, avaient des rêves mais manquèrent de moyens. Grâce à ce fonds, ils pourraient étudier, réaliser ce qui leur semblait impossible. Noah et Nora intégrèrent une école prestigieuse à Lexington. Mais je veillais à leur rappeler chaque jour leurs racines. Tout ce que nous avons aujourd'hui, mes enfants, vient de l'amour et du courage. Ne l'oubliez jamais. Soyez reconnaissants. Restez humbles. Lors du lancement du fonds, dans une petite salle communautaire, je pris la parole devant des dizaines de familles, aux côtés de Léonard, Francis et mes enfants. Je n'étais qu'un fermier avec rien. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ma femme Courtney et à mes beaux-parents qui ne m'ont jamais abandonné. Ce sont eux, ma vraie famille. Ces mots déclenchèrent une salve d'applaudissements. Mais au fond de la salle, je vis Curtis, Loretta et Miguel. Ils avaient osé venir. Je lus la honte sur leur visage. Curtis, raide, tentait de cacher sa gêne. Loretta baissait la tête, crispée sur son sac. Miguel, rouge de colère, quitta la salle avant la fin. Je ressentis une pointe de douleur, mais aussi une vérité apaisante. Je n'avais plus besoin d'eux. Ils m'avaient rejeté quand j'étais à terre. Aujourd'hui, leur présence ou leur absence ne changeait rien. Ce soir-là, Francis m'embrassa en pleurant. Léonard me serra longuement. Et dans cet élan, je sentis Courtney avec nous, comme si son sourire planait encore dans cette famille recomposée par l'amour. Les jours reprirent, mais cette fois dans la paix. Winslow Ranch prospérait, mais au-delà des chiffres et des victoires, ma vraie richesse se trouvait dans les yeux brillants de Noah et Nora, dans la fierté de Léonard et Francis, et dans l'héritage de Courtney. Un soir, je conduisis les enfants au cimetière, sous le grand chêne. Nous déposâmes un bouquet de marguerites sur la tombe de Courtney. Noah, désormais grand, se tint droit. Nora serra ma main et demanda doucement « Papa, est-ce que maman sait qu'on est venu ?» Je souris, caressant ses cheveux. « Elle le sait, ma chérie. Elle est toujours avec nous, dans nos cœurs. » Nous restâmes là, unis, baignés par le coucher de soleil, et je compris enfin le sens de ma vie. La famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle qui se tient à vos côtés dans vos pires moments. Curtis, Loretta et Miguel avaient choisi de me tourner le dos. Léonard, Francis, Harvey, Magra avaient choisi de m'élever quand je tombais. Je savais désormais quelle famille je voulais honorer. Et en voyant Noah et Nora sourire, je fis le vœu qu'ils grandiraient avec cette même vérité. Le vrai succès ne se mesure pas en millions, mais en amour, en gratitude et en fidélité à ceux qui comptent.